l'Université de Montréal, par notre travail social, Aline Bogossian, Roxane Caron et Emmanuel Coury pour leur présentation. L'initiative Imagine, initiative de résistance et de soutien psychosocial en contexte de conflit. Alors, Aline Bogossian est travailleuse sociale de formation. Elle possède une expérience clinique comme travailleuse sociale en urgence pédiatrique et ses recherches portent principalement sur les enjeux éthiques et sociaux touchant des jeunes vivant avec des maladies chroniques ou de troubles de développement, leurs familles ainsi que les professionnels de la santé et des services sociaux. Roxane Caron, avant de se consacrer à la recherche engagée, a exercé pendant 10 ans comme clinicienne en travail social au Québec et en Asie centrale, et ses travaux s'ancrent dans une approche transnationale et décoloniale qui interroge les effets systémiques de l'exil prolongé et la précarité imposée aux populations déplacées. Emmanuel Coury, quant à elle, ses travaux de recherche se concentrent sur les pratiques en santé mentale, tant chez les adultes que chez les jeunes, avec une attention particulière portée aux approches holistiques et antioppressives. Elle s'intéresse également au travail social transnational, ainsi que bien-être psychosocial des intervenants psychosociaux confrontés à des situations de conflit ou de guerre, et des sujets très légers. Bonjour, merci Saja, merci Caroline. Ça met la table aussi pour des réflexions qui vont continuer. Ce qu'on va présenter aujourd'hui à vous, c'est une initiative, une série d'initiatives qu'on a combinées pour qu'on appelle Imagine, ou Imagine, mais aussi des réflexions qui ont accompagné ces initiatives qui ont débuté dans les années 2020. Puis Caroline, tu nous as mis la table aussi sur la ligne de temps et avec les mouvements sociaux qui se passaient pendant le temps que ces initiatives sont nées. Donc, au fil des prochaines minutes, vous découvrirez le parcours que nous avons emprunté, un voyage initié en 2020, dans un contexte de crise mondiale qui nous ont profondément touchés. Et vous allez voir que c'est qui nous, autant de manière personnelle que professionnelle. La pandémie mondiale a bien sûr été le toile de fond pour ces initiatives-là. Mais ce qui nous a, les événements qui ont propulsé Imagine, si vous voulez, c'est l'explosion du port de Beyrouth qui a causé la mort d'au moins 214 personnes et a blessé 6500 autres personnes. Et la guerre de Haut-Karabakh qui a conduit au déplacement forcé de plus que 120 000 Arméniens de leur terre ancestrale. Ces événements ont eu des répercussions autant plus graves qui se sont ajoutées à une situation qui était déjà très, très fragile et critique. Par exemple, l'explosion sur le port de Beyrouth s'est produite alors que le Liban traversait la plus grave crise économique de son histoire, affectant la vie de chacun de ses habitants. Et dans un tel contexte, tout le monde a été touché dans le pays. Et ce choc a profondément résonné au sein de notre communauté à l'école de travail social. Nous trois, ainsi que de nombreux étudiants et d'autres professeurs, avons été également directement affectés par ce qui se passait là-bas. Donc, face à cette réalité, nous avons ressenti le besoin de reconnaître ces impacts et entrer en contact avec des collègues, d'autres travailleurs sociaux, d'autres professeurs, d'autres étudiants qui vivaient et qui travaillaient dans ces contextes. Donc, le plan d'aujourd'hui, c'est de vous introduire un petit peu la genèse de cette initiative transnationale, de vous parler un petit peu de ce qu'on a fait, les défis et nos apprentissages, et aussi un petit peu nos perspectives sur l'avenir. Donc, comme j'ai dit, Imagine, c'est avant tout une initiative qui est portée par un tout petit groupe de professeurs et d'étudiants. Ce n'est pas un projet de recherche. Ces initiatives ne sont pas subventionnées par les fonds de recherche. Nous sommes, je pense, profondément engagés dans un dialogue qu'on espère est actif et durable. Face à l'instabilité qui ont amené ces crises et qui ont secoué les régions, pour nous, les échanges qu'on a eus et que vous allez entendre dépassent les frontières pour créer un espace de soutien mutuel et essentiel. Si vous pensez
à la géographie, nous sommes au Canada, au Québec, on peut parler aux collègues au Liban, en Arménie, en Cisjordanie. C'est une grande distance géographique, euh, mais même avec les milliards de kilomètres qui nous séparent, il y a des liens profonds qui nous réunissent aussi. Donc, nous sommes touchés non seulement par nos attaches familiales, mais aussi amicales et professionnelles. Euh, donc, l'initiative Imagine, il prend racine dans notre engagement commun en tant que professionnels de la relation d'aide, que ce soit à l'École de travail social ici à Montréal et les personnes ici à Montréal, que ce soit aux écoles de travail social au Liban, en Arménie, en Cisjordanie. Euh, nous avions une question vraiment profondément, je pense, ancrée entre nous aussi, dans la jeunesse de ces initiatives. C'était comment on peut prendre soin des autres, comment les autres prennent soin des autres aussi, quand nous sommes personnellement et profondément touchés par cette maladie. Donc, ce sont des questions qui nous ont touchés et qui nous ont forcés à initier certaines, tendre la main, si vous voulez. À l'intérieur de tous de nos initiatives, nous sommes très conscients aussi d'interroger entre nous les dynamiques de pouvoir qui pourront être présentes entre nous avec la communauté avec laquelle on interagit et aussi cette question de complexe de saveur blanc. Sauveur blanc, saveur blanc. Donc, je pense que je vais passer la parole à Roxane qui va nous parler un petit peu plus en détail de ces initiatives. Oui, alors, Aline a bien mis la table. Essentiellement, juste pour vous donner un petit peu quelques éléments de contexte, donc il y a vraiment 3 grandes initiatives qui sont à la base ou à la source, en fait, de Imagine. D'abord, on en a parlé un petit peu, mais il y a l'explosion au port de Beyrouth, on est au mois d'août 2020. Et rapidement, par la suite, 27 septembre, c'est la guerre du Haut-Karabakh en Arménie. Donc, je m'arrête là tout de suite, mais pour dire justement, on a mis une petite image, c'est moi qui ai rajouté ça, parce que je trouve souvent que c'est comme cette espèce de vague, hein, les vagues, et puis qu'est-ce que ça donne comme effet. Donc, ça part d'un point spécifique, exemple géographique, puis ça peut avoir hein, des ondes beaucoup plus loin. C'est un petit peu comme ça, en fait, qu'on a senti, en fait, ces événements-là. On n'a pas le temps beaucoup d'en parler, mais on a toutes sortes, en fait, à nous toutes et aussi à d'autres personnes qui ont été impliquées dans ces initiatives-là. On a une complexité aussi identitaire, on a des liens familiaux, des liens personnels, des liens professionnels de recherche de longue date. Donc, c'est vraiment des liens très spécifiques aussi qu'il y a avec ça. Donc, on peut aussi, avec ces différents milieux-là, donc on peut aussi répondre à des questions, mais ça vient, c'est pas, on ne s'est pas installé aussi de dire, bon, on va aller aider, on va aller sauver, qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y a aussi vraiment toute une complexité aussi entre nous toutes aussi pour justement, je pense que tu parlais de tendre la main, mais il y avait cet élément-là d'extrêmement. Donc, si on revient un petit peu à la base, notamment, je vais prendre celle de l'explosion du port de Beyrouth. Donc, oui, on ressent la vague et certaines personnes, et notamment Aline avec une étudiante aussi, Bernard, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui avait proposé, donc avec tout ce qui se passe, avec les effets aussi que ça avait, on était bien sûr tout le monde en Zoom, en distance. Alors, il y a eu cette idée on va faire un groupe de parole. On va se réunir ensemble sur Zoom, puis on va voir un peu qu'est-ce qui se passe chez vous, comment on peut vous soutenir, vous écouter, etc. Donc, c'est vraiment un espèce d'espace de parole, de groupe de parole. C'est comme ça que la première fois, ça a été initié. Et par la suite, au fil des rencontres, parce que, on en fait initié une, est-ce qu'on veut se revoir? Ah oui, etc. Ça s'est, je dirais, un peu formalisé en groupe de co-développement. Alors, notamment, quand on dit aussi qui s'est réuni, alors vraiment, je pense que le dénominateur pour moi, beaucoup dans ce cas-ci, le travail social. Donc, il y avait des profs en travail social, il y avait des étudiants en travail social, il y avait aussi des professionnels du travail social, autant au Québec qu'au Liban, et éventuellement aussi en Arménie. Donc, on avait tous ce dénominateur-là commun qui nous réunissait. Alors, ce qui était au cœur des échanges,
Et c'est vraiment aussi à l'avance, c'est-à-dire que c'est les personnes aussi qui étaient impliquées qui ont demandé ça aussi. Donc, d'avoir un espace aussi pour réfléchir ensemble sur l'action. Donc, des personnes qui sont en intervention dans une situation de guerre, dans une explosion, aussi dans une crise à Beyrouth à ce moment-là. Donc, c'est vraiment ça qui a été à la base de cette initiative. Et moi, je dirais un petit peu, j'ai tendance à dire que cette initiative-là aussi, avec le temps, elle s'est essoufflée. Alors, on a perdu un petit peu de vue les collègues avec qui on était aussi en contact, mais jamais totalement. Donc, même justement à l'automne dernier, on a été de nouveau en contact. On est toujours resté en contact, notamment par WhatsApp, par des groupes WhatsApp, etc. Donc, voilà pour pas aussi répondre en lien avec ça s'il y a d'autres questions. La question aussi du génocide à Gaza, bien sûr, a aussi été un autre moment aussi très intense. Et aussi, il y a eu encore une fois cette espèce d'effet de vague sur nous trois, mais aussi sur d'autres, encore une fois, impliqués à l'École de travail social. Et là, de nouveau, on a été beaucoup dans l'action. Alors, ça a été un petit peu différent dans comment ça s'est ici, mais un peu on avait très peu d'informations par les personnes elles-mêmes, hein, tout ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce qui se passe aussi en Cisjordanie de la part d'intervenants sociaux ou d'intervenants des relations d'aide. Donc, ce qu'on a fait aussi, on a voulu voir un petit peu, une des façons de faire, ça a été de voir, est-ce que l'université n'aurait pas justement une entente avec une université en Cisjordanie? Et ça a fait boule de neige. On a découvert qu'il y avait une entente interuniversitaire. On a contacté ces personnes-là par un courriel que je me souviens tout à fait très simple de Allô. Nous sommes des profs de l'École de travail social. On veut tout simplement savoir comment vous allez en contexte de guerre, d'occupation, de génocide. Et ça a été comme ça a été un effet domino. On nous a rappelé, on s'est rencontrés sur Zoom, etc., etc. Et là, de nouveau, on s'est retrouvés sur Zoom à faire, pas nécessairement, on n'était pas vraiment en co-développement, mais beaucoup, ce qui était commun, encore une fois, c'était la relation d'aide. Ce n'était pas une école en travail social, mais bien en soins infirmiers. Alors, c'était beaucoup des préoccupations de profs qui accompagnent des étudiants et étudiantes aussi, encore une fois, aux prises ou dans des contextes comme ça, en lien avec le génocide, avec la guerre, avec l'occupation. On avait aussi des étudiants et étudiantes à l'école aussi impactés qui recevaient aussi, qui vivaient cet effet de vague-là aussi. Donc, c'était pour ce qui était au cœur de nos échanges avec ces profs-là. Et cela encore actuellement aussi, ça n'est pas terminé. Alors, ça, c'est pour donner un petit peu les bases de quels sont les éléments un petit peu contextuels de ces initiatives. J'aimerais ça maintenant peut-être parler des défis. Alors, des défis qu'on voyait qui étaient communs aussi, je dirais aux trois initiatives aussi. Une des choses qu'on remarquait, c'était toute la question de l'épuisement professionnel. Sans surprise, beaucoup des personnes, que ce soit les profs, que ce soit aussi des intervenants sociaux, des infirmiers, infirmières, donc beaucoup ressentaient une espèce de pression constante aussi à faire preuve dans le monde de résilience dans ces contextes de crise-là, dans ces contextes d'occupation, de guerre. Donc, à force de toujours soutenir les autres, certains avaient du mal à pratiquer professionnellement, mais aussi l'autocompassion. L'autocompassion pour eux et elles-mêmes, alors que dans le fond, elles l'encouragent aussi cette approche-là auprès des personnes qu'elles accompagnaient, que ce soit les étudiants ou des personnes en situation de vulnérabilité. La question aussi de la vulnérabilité partagée, les professionnels, encore une fois, je suis professionnelle, mais les profs, les intervenants, disaient aussi que, on doit apporter du soutien, on doit être là pour nos étudiants ou les autres professionnels, les autres intervenants, les populations, mais nous autres aussi, on est impactés par la précarité économique, le deuil, la perte, les pertes, que ce soit de repères, de biens, de personnes, etc. Donc, il y avait toute cette question-là de proximité aussi avec la souffrance des autres. Ça renforçait cette espèce de sentiment d'impuissance qui était noté aussi et qui était discuté aussi dans les groupes. Un aspect aussi important, je pense, toute la question de la charge des soins, la charge du soutien. Beaucoup, la grande majorité des personnes qui étaient autour de cette table, de cet écran,
étaient des personnes qui s'identifient comme femmes, donc engagées dans des professions d'aide, que ce soit comme prof ou encore une fois comme intervenant. Mais souvent, quand même, somme toute, on invisibilise, on ne voit très peu leurs besoins, leurs rapports, etc. Donc, ce besoin aussi de documenter et de reconnaître ces initiatives-là semblait aussi très important. Puis c'était transversal, je dirais, vers les initiatives. Alors, merci. 5 minutes, donc je vais aller à 5 minutes. Alors, à travers ces 3 initiatives qui sont toujours en cours dans différentes manières, on a 7 apprentissages transversaux qu'on aimerait partager avec vous. Les apprentissages que nous pensons sont pertinents pour ces types d'initiatives, mais aussi pour des initiatives ici au Québec, au Canada aussi, quand on travaille avec différents groupes, surtout des personnes en situation de migration et d'immigration. Alors, premièrement, on ne peut pas nier qu'on est dans un monde présentement qui est marqué par des crises, par des bouleversements. Et ces initiatives, même si parfois ça peut être des petites initiatives, semblent être de petites initiatives, sont solidaires. C'est des initiatives de solidarité. Sont des initiatives transnationales qui veut dire qu'il y a un impact ou un effet, en tout cas, auprès des personnes dans des pays avec qui on a travaillé, mais ici aussi, auprès de nous-mêmes, auprès de nos étudiants. Ça permet de créer des liens et de bâtir des projets et imaginer ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire. Par exemple, avec le groupe de Liban, il y a quelques-uns qui ont participé à un projet de création de balado avec nous, qui va sortir bientôt, ces balados. Avec le groupe en Cisjordanie, on parle maintenant de continuer, peut-être rédiger un article ensemble, puis ça vient du bout. Deuxième apprentissage, c'est l'importance de créer ces espaces de parole et comment on les crée aussi. C'est des espaces dans ces 3 projets-là où chacune peut s'exprimer et partager son expérience. Et nous-mêmes aussi. Donc, on a nos chapeaux de professionnels, de chercheurs, mais aussi on a un chapeau de personnes impliquées et aussi affectées. Ça permet de créer un dialogue et d'être très, très clair au début de qui contribue à ce dialogue et comment. Et on essaie depuis le début dans ces projets-là, dans ces initiatives, de co-construire ces dialogues. Troisième chose, c'est l'importance des relations et de l'interconnexion. Ça a ressorti beaucoup hier pendant un autre colloque sur la santé mentale des jeunes, mais l'aspect relationnel, on en parle beaucoup. On ne peut pas juste en parler, comment le faire. Et on va voir que tisser ces liens-là, préserver les connexions significatives, ça prend une certaine énergie, ça prend un certain effort. Il faut pouvoir et vouloir mettre cette énergie, puis s'impliquer. Et ça va venir dans une autre diapo, mais à longue haleine. Et quatrième chose ici, c'est ces types de discussions, ça fait, et d'autres discussions qu'on a ici aussi, ça fait raviver des émotions, questionner l'identité, questionner notre sens, notre sentiment de connexion aussi. Donc, nous, on a trouvé avec le groupe ou avec les groupes qu'accueillir ces différents vécus, ces émotions était possible. Et ça faisait partie du processus aussi. Et très, très important pour pouvoir faire face à des épreuves traversées puis créer le lien de confiance. Ensuite, puis c'est cela. C'est cela. Ensuite, on ne peut pas nier qu'on est dans des dynamiques sociales. On est là-dedans toujours quand on est dans la création des luttes collectives. Donc, pour nous, ça a été un travail de réflexion, d'auto-réflexion aussi, de reconnaître des tensions qui peuvent exister entre nous, à l'intérieur de nous-mêmes et avec les personnes avec qui on travaille dans ces projets-là. Et qu'on reconnaît traverse plusieurs de nos engagements. Donc, parfois, ces tensions, par exemple, étaient entre un syndrome de sauveur blanc qui sur nous et un sentiment d'impuissance.
on a beaucoup travaillé aussi la question de insider-outsider. On a des parents, on a des liens, mettons, avec ces différents pays, mais on est éduqués ici, on est des chercheurs occidentaux. Alors, comment gérer un peu, puis faire face à ces tensions, ça fait, je pense qu'il faut accueillir ces tensions et en discuter. Je suis presque là. Mais je pense que c'est important le dernier. OK, d'aller directement au dernier. OK, parfait. Roxane a parlé de l'invisibilisation de certains rôles, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, sauf pour mentionner que ces types de luttes, et même ces types de création de liens, ce sont de longue haleine. Et hier matin, un collègue a parlé d'un autre projet avec des jeunes migrants LGBTQ+. Il a mentionné comment être prêt à travailler pendant longtemps avec des groupes, c'est ça qui va faire en sorte qu'on fait les choses autrement, différemment, soit dans nos initiatives, soit dans nos projets de recherche, puis on trouve que c'est la même chose avec ces projets-là. C'est un engagement, il y a une certaine responsabilité éthique à ne pas juste rentrer, groupe de parole pendant 6 mois, puis bye bye. Non, on crée des liens, puis c'est des liens qui durent. Une chose qui a ressorti, c'était nouveau pour nous dans le projet qu'on avait avec les professeurs en soins infirmiers en Cisjordanie, c'était ce concept de fatigue de résilience. Et je vais terminer là-dessus. Une des personnes nous a dit « halas », ça veut dire « ça suffit », avec les super-héros. Nous ne sommes pas invincibles. En tant que femmes palestiniennes, souvent, elles entendent un discours de « Ah, vous êtes fort, vous pouvez résister et continuer de résister ». Mais non, ce qu'on voit, c'est un certain épuisement et une fatigue de toujours être la personne qui doit être résiliente, qui doit résister. Et de ne pas vouloir résister, mais ensuite de se sentir coupable par ces sentiments-là. Donc, ça, on en a parlé longuement, c'est très compliqué dans nos rencontres. Ce n'était pas prévu non plus, hein. Donc, dans les rencontres qu'on a planifiées avec elle, on n'avait pas prévu de discuter autant des émotions, autant de ces sujets-là. Puis je pense que ça, c'est important de garder cette ouverture parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va émerger. Mais dans ces régions qui sont touchées par des conflits armés ou des conflits politiques, surtout les femmes soignantes, on parle de TS, infirmières, médecins, sages-femmes, sont en première ligne souvent, hein, avec leur famille, mais avec les personnes avec qui ils travaillent. Ils sont en train de soigner des blessures physiques, mais aussi maintenir un semblant de l'humanité au cœur du chaos qui règne. Donc, cette fatigue de résilience, je pense que c'est peut-être un sentiment. On est en train de commencer à vraiment comprendre qu'est-ce que c'est avec elle, mais c'est peut-être un sentiment qu'on ne devrait pas nier non plus avec les groupes avec qui on travaille ici au Québec. Donc, on vous laisse avec ça, cette idée de fatigue de résilience. Est-ce que nous, on le vit? Est-ce que vous le vivez? Est-ce que les groupes avec qui vous travaillez le vivent? Peut-être que c'est important d'en discuter encore plus parce que d'en discuter, selon nous, c'est un acte de justice et de survie collective. Je vous trouve là.